goût d'entreprendre, Paul Barraud. Jacques Rabouin est avec nous, il est le fondateur de Tiger Grip, entreprise qui fabrique des nouveaux types de semelles et de surchaussures anti-dérapantes. Pour cette seconde partie d'émission, Pierre-Yves Révillon est de retour dans le goût d'entreprendre comme intervenant éthique. Pierre-Yves, bonjour. Je rappelle que vous êtes ancien cadre dirigeant et l'ancien directeur du CEM, le Centre éthique et management de l'Institut catholique de Toulouse. Après avoir entendu le témoignage de Jacques Rabouin, vous vouliez d'abord en savoir un petit peu plus sur ses collaborateurs, sur son personnel. Ben oui, parce que la première partie était extrêmement passionnante puisqu'on a parlé d'un produit tout à fait innovant dont j'avais jamais entendu parler auparavant. Bon, j'avais un peu une expérience d'autres types de semelles dans des contextes de montagne, etc. Mais là, vraiment, une idée nouvelle pour équiper des personnes dans leur travail, pour éviter les chutes, éviter de se faire mal en travaillant, c'est quand même très intéressant et très innovant, et ça se décline dans ce que vous avez appelé le concept d'EPI, équipement protection individuelle. Vous faites quasiment de la protection de la personne au travail. Et ça en soi, c'est déjà quelque chose d'éthique finalement, de penser à ce genre de problème. Et c'est vous qui l'avez découvert, ce problème, qui avez essayé d'y apporter une solution. Et là, il y a quelque chose de vraiment très intéressant. Mais comme on a passé pas mal de temps sur le produit et sa commercialisation, moi j'aimerais en savoir un petit peu plus sur qui fait quoi finalement dans votre entreprise, parce qu'il y a, j'imagine, des métiers très différents. Alors oui. Une particularité, l'entreprise se définit comme en fait une société d'engineering. C'est-à-dire qu'en fait, on va aller chercher les compétences où elles se trouvent. Voilà. Il est évident qu'à l'interne, nous n'avons pas toutes les compétences pour développer un produit qui est quand même assez technique. Il nous faut par exemple des ingénieurs chimistes que nous n'avons pas à l'interne. Il nous faut par exemple des gens qui soient capables de designer les produits. Nous n'avons pas ça à l'interne. Il faut des gens qui soient capables ensuite de sculpter des moules. Nous n'avons pas ça à l'interne. Avant de les définir sous forme informatique en 3D, nous n'avons pas ça à l'interne, etc., etc. Donc, au fur et à mesure que la société s'est avancée, par petits pas, nous sommes allés chercher en fait des gens qui étaient intéressés par le projet, qui voulaient bien venir se percher sur notre projet. Voilà. Et aujourd'hui, je pense qu'on a fait à peu près le plein de toutes les compétences. Alors parfois, ce sont des auto-entrepreneurs. Par exemple, nous travaillons pour mettre au point les moules, qui est vraiment une partie très, très technique de notre métier. Nous travaillons avec un monsieur qui est auto-entrepreneur, qui a une sacrée histoire aussi, mais manque de chance, lui, il a été obligé de fermer sa boîte, mais il a gardé absolument toutes ses compétences et il travaille avec nous pour définir nos produits, pour définir le moule, etc., etc. Je fais exactement la même chose pour l'ensemble des spécificités que nous avons besoin, que ce soit sur la formulation de chimique des produits, que ce soit sur la technicité que nous avons sur les boucles ou sur les lanières de maintien, etc., etc. Tout ça pour dire que aujourd'hui, Tiger Grip, c'est 6 personnes à temps complet, seulement 6 personnes à temps complet qui travaillent sur ce projet-là, qui sont salariés de Tiger Grip. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, parce qu'en fait, il y a toute une série d'entreprises qui viennent se percher, encore une fois, sur notre projet, au fur et à mesure des compétences que nous avons besoin. Voilà. Votre métier, c'est un métier d'ensemblier, finalement. Alors, concepteur d'abord, oui. Assemblé après, tout à fait. Voilà. C'est-à-dire, votre métier, c'est d'aller chercher les compétences là où elles se trouvent, et ce n'est pas forcément évident, surtout sur un dossier très innovant comme celui-là. C'est des métiers très spécialisés. Il faut arriver à faire travailler les gens ensemble, ce qui n'est pas évident non plus. Comment vous y prenez pour faire prendre un petit peu la mayonnaise, comme on dit? J'aime bien le mot, parce qu'il décrit bien la situation. Tous les gens qui travaillent sur le projet sont des gens qui ont été vraiment intéressés par le projet. Voilà. À tel point que quand on a voulu, par exemple, quand on a voulu travailler sur les caoutchoucs, eh bien en France, on a eu un mal fou à trouver une société française qui veuille bien travailler avec nous qui nous aider à développer ce projet,
parce que ça coûte cher, parce que la première question qu'on nous posait, c'est combien de centaines de milliers de paires vous allez fabriquer, alors que nous, on n'avait strictement aucune idée. Donc, vous voyez, il a fallu vraiment trouver des gens qui étaient très... qui ont pensé que c'était un vrai projet, voilà, et qu'il fallait venir sur ce projet-là, et qu'après on parlerait, et qu'après, très certainement, on tirerait les marrons du feu, vous voyez. Et c'est comme ça que les choses ont avancé, en fait. Donc c'est ça qui a fédéré au départ. Oui. C'est un projet qui a passionné les gens, finalement. Tout à fait. Tout à fait. Et ils se sont dit, on va le faire ensemble, puis on verra après ce que ça donne. Exactement. Voilà. Exactement. C'est une approche quand même très, très pragmatique. C'est-à-dire que oui, il n'y avait pas trop le choix. Raisonnable même. Il n'y avait pas trop le choix. Il n'y avait pas trop le choix parce que voilà, encore une fois, aujourd'hui, c'est un petit peu difficile de convaincre des grosses entreprises de venir sur des projets qui au départ sont des petits projets comme ça. Parce que bon, le contexte économique est un petit peu difficile, parce qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, et je suis bien placé pour le savoir, que les entreprises dégagent de moins en moins de marge, et que dégageant de moins en moins de marge, eh bien, elles sont toujours un petit peu frileuses quoi, sur des projets industriels. Voilà. Alors, une fois que la phase d'ingénierie, de conception est faite et réussie, les fameux 3 ans dont vous parliez tout à l'heure, il faut passer à la fabrication. Oui. Qui fabrique ? Alors, on fabrique en partie en France, en partie en Chine pour toute la partie caoutchouc parce qu'on n'a pas pu faire autrement. Mais je voudrais vraiment amener une précision sur cette partie Chine de notre activité parce que en fait on est parti en Chine parce qu'on n'a pas trouvé en France. Parce que personne n'a voulu nous suivre sur ce projet-là en France. Et que les choses ont fait qu'un jour on m'a proposé d'aller voir, de prendre contact avec des usines chinoises spécialisées dans le caoutchouc et de leur présenter mon projet. Et donc j'ai pris l'avion, je suis parti là-bas. Je croyais que le Made in France était très à la mode en ce moment pourtant. Oui, à condition que vous trouviez des gens qui veulent bien le faire, c'est pas évident. Je vous défie d'acheter votre iPhone en France ou toute une série d'autres produits, vous verrez c'est un petit peu compliqué. Au-delà du discours qui est de bon ton et de bon goût par ces temps qui courent, en fait, des fois la Chine est incontournable. Ce que je veux dire, et je tiens vraiment à dire ça, j'ai rencontré en Chine des gens qui ont parfaitement été intéressés par mon projet, qui m'ont aidé à le développer, y compris financièrement, alors qu'en France, je n'ai pas trouvé une seule banque qui a bien voulu m'aider. Okay. Et des gens qui se sont avérés être très sérieux, très fiables. Aujourd'hui, ils ont développé nos produits. Bien évidemment, on continue à travailler avec eux et bien évidemment, on continuera à travailler avec eux. Voilà. C'est pour la partie Chine, mais on a aussi toute une activité de production en France. Ah, voilà. Bien sûr, aussi. Vous pouvez en dire un peu plus, peut-être. Oui. En France, on produit toute la partie de maintenance, toutes les parties produits de maintien, les sangles, par exemple, qui sont faites dans une petite société qui s'appelle Astra et qui est du côté de Grenoble. Toute la partie mécanique est aussi faite en France. Toute la partie contrôle et la partie assemblage est aussi faite en France dans une structure qui s'appelle l'Arche. Je pense que vous connaissez très bien. Oui, tout à fait. L'Arche en pays toulousain, c'est ça ? Tout à fait. Oui. Tout à fait. À qui nous avons confié toute la partie montage final du produit, mais aussi toute la partie contrôle qualité et emballage final. C'est pas neutre. Et ils vont quasiment jusqu'au début de l'expédition des produits. Voilà. Bien évidemment, l'ensemble des produits sont distribués à partir de la France aussi, ce qui veut dire que nous avons une unité de piquet en France, que nous avons donc des gens qui préparent des commandes, qui s'occupent des expéditions, qui s'occupent de la facturation, etc. Enfin, c'est une PME très classique, quoi. Oui, mais quand même avec des ramifications très complexes à gérer, à subir. Alors, qu'est-ce qui finalement, c'est quoi un peu le commun dénominateur de tous ces gens qui travaillent autour de ce projet ? Si vous devez, je ne sais pas, définir 2 ou 3 valeurs, au sens valeur de l'entreprise, qu'est-ce que vous diriez ? Alors, le plaisir d'être associé à une nouveauté. Voilà, le plaisir d'être associé à un vrai projet, puisque, encore une fois, quand on a besoin de compétences, on fait en sorte d'associer les gens à notre projet et non pas juste de leur offrir la rémunération de leurs compétences, si vous voulez.
Et franchement, ça fonctionne très très bien. En fait, voilà. Je pense que tout le monde a envie à un moment donné d'être en partie porteur d'un projet. Et je rappelle que quand on parle de notre projet, on parle sur le monde entier, voilà, et que franchement, ça intéresse beaucoup de gens, quoi. C'est innover et construire quelque chose ensemble, quoi, finalement. Oui. C'est participer en fait à un développement. Tous les gens qui sont sur ce projet croient beaucoup à sa finalité, croient beaucoup à ce qu'un jour on aura vraiment des volumes plus qu'intéressants et quelque part pourront aussi peut-être venir se percher d'une façon ou d'une autre, vous voyez, sur notre projet, quoi. En termes de goût d'entreprendre, est-ce que maintenant, avec le recul que vous avez, est-ce que vous estimez que la prise de risque a été importante, très importante, normale dans cette aventure-là ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. On peut répondre très simplement. Donc déjà, les banques, je n'ai pas trouvé une seule banque qui ait bien voulu supporter le projet. Donc voilà, au moins l'histoire, elle est réglée. Comme il se trouve qu'en fait, nous avons commencé à développer le projet sur des fonds propres, ou de façon plus directe, avec de l'argent personnel, eh bien, l'entreprise s'est retrouvée avec des fonds propres négatifs et ça déplaît énormément aux banques. Donc, si vous voulez, toutes les banques nous ont fermé les portes. Voilà. Et donc, j'ai mis à titre personnel... Sauf les Chinois. Sauf les Chinois, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, à titre personnel, j'ai donc dû mettre aux alentours de 400 000 € sur la table pour pouvoir arriver à la fin du projet. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, vous avez répondu. Il y avait un gros challenge au départ, quand même. Enfin, ce que j'ai découvert, c'est que quand vous avez une idée et que vous voulez le développer, si vous sortez des sentiers battus, en fait, c'est très compliqué, quoi. C'est très, très compliqué. Je pense que si j'avais été rencontrer des banquiers pour leur demander d'ouvrir une épicerie ou leur demander d'ouvrir une boulangerie, je pense que ça aurait été beaucoup plus facile, vous voyez, d'obtenir des fonds qu'une idée un petit peu farfelue de créer des surchaussures. Où là, c'était définitivement non, quoi. C'est moins confortable que la restauration rapide. Alors, la restauration rapide, effectivement, c'est un autre sujet, c'est un autre domaine. C'est pas le sujet du jour, d'ailleurs. Voilà. Mais effectivement, restauration rapide, quand vous avez besoin d'argent, je pense que les banques, il n'y a absolument aucun problème pour trouver de l'argent. Absolument aucun problème. Voilà. Une belle aventure, en tout cas. Est-ce que ça veut dire qu'un jour, vous comptez peut-être quitter la restauration rapide, sachant que vous y êtes encore un petit peu ? Alors, je vais forcément la quitter pour un problème de date de naissance. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je suis né dans une année qui fait que j'ai un certain âge. Et qui fait que mécaniquement il va bien falloir que je sorte de ce système. Voilà. Mais qui, au demeurant, est aussi un système passionnant. Voilà. En tout cas, merci à vous, Jacques Rabouin, d'avoir été notre invité dans Le Goût d'entreprendre. Juste un petit commentaire sur votre logo Tiger Grip. Il y a représenté dessus un tigre, apparemment, qui fait un bond. Ça rappelle étrangement des marques sportives, peut-être. Alors, pourquoi le choix du tigre ? Est-ce que c'est le seul animal qui glisse pas ? Alors, oui, grip, parce que le tigre est un animal qui est capable de marcher un petit peu sur toutes les surfaces et tout en étant à l'aise, voilà. Il y a aussi ce côté dynamique, voilà. Et puis aussi, il y avait le talent d'un designer qui nous a dessiné ce logo, dont tout le monde s'accorde à dire qu'il se mémorise très facilement, il est très symbolique. Et je crois qu'aujourd'hui, il représente bien, en fait, la dynamique de la boîte, ouais, clairement. Je vous posais la question parce que je n'ai jamais vu un tigre sur de la glace, en fait. Donc c'est pour ça que j'imaginais. Voilà. Merci à vous de nous avoir raconté votre histoire et votre goût d'entreprendre. Et bonne route. Et merci de votre accueil. Retrouvez cette émission sur deciderenregion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.